Le dernier album du groupe Indochine, Paradise, devrait sans doute être disque d'or avant l'été. Aujourd'hui, je vais te parler d'un album qui a profondément modifié la trajectoire d'Indochine, à une période où le groupe traversait une véritable désertification médiatique au cours des années 90. Et pour comprendre ce que Paradise va réellement changer, il faut revenir un peu en arrière, au moment où tout commence, bien avant le retour en grâce, bien avant les grandes réconciliations avec la presse, à l'époque où Indochine n'est encore qu'un jeune groupe parisien, formé le 10 mai 1981, autour de Nicolas Sirkis et Dominique Nicolas, bientôt rejoint par Dimitri Bodiansky, puis par Stéphane Sirkis, le frère jumeau de Nicolas. Leur tout premier concert a lieu le 29 septembre 1981 au Rose Bonbon à Paris. Une date minuscule en apparence, mais fondatrice, parce que c'est là que commence réellement l'histoire du groupe. Dès le départ, Indochine porte déjà quelque chose de très identifiable. Il y a cette fascination de Nicolas Sirkis pour la littérature, pour les images, pour les mots qui ouvrent des mondes. Et en arrière-plan, l'ombre de Marguerite Duras, dont l'univers inspire jusqu'au nom même du groupe, choisi en référence à un barrage contre le Pacifique. Cette sensibilité littéraire ne sert pas seulement de décor. Elle nourrit la manière d'écrire, de suggérer, de faire entrer dans les chansons des climats, des figures, des personnages. Chez Indochine, il y a cette envie de bâtir un imaginaire, plus qu'un simple répertoire pop. Le premier album, L'Aventurier, sort le 15 novembre 1982 et il change tout. Le groupe y trouve immédiatement sa signature, une new wave nerveuse, mélodique, élégante, portée par l'écriture de Nicolas Sirkis et les compositions de Dominique Nicolas. Le morceau titre, lui, puise directement dans l'univers de Bob Moran, le héros créé par Henri Verne en 1953. Quand Nicolas écrit cette chanson, il ne rend pas seulement hommage à un personnage d'aventure de son adolescence. Il réactive tout un imaginaire de romans populaires, de jungle, de poursuites, de figures exotiques. Et c'est précisément ce mélange de culture littéraire, d'efficacité pop et d'esthétique immédiatement reconnaissable qui fait exploser le groupe. Les premiers visuels d'Indochine, eux aussi, participent déjà à cette identité, avec un graphique étroitement lié à Marion Bataille sur L'Aventurier, puis sur plusieurs sorties majeures des premières années. Stéphane, 23 ans, santé, ex-sportif et cancer. Dimitri, 19 ans, saxo, ex-étudiant, je sais plus quoi, et bélier. Dominique, 24 ans, guitare et ex-preneur de son. Nicolas, ex-cancre, 23 ans et voix. La suite va très vite. Le Péril jaune arrive en 1983. L'album 3 en 1985. Puis 7000 danses en 1987. En quelques années, Indochine installe un univers immédiatement reconnaissable, à la fois romantique, trouble, littéraire, parfois théâtral, avec des chansons comme Canary Bay, Troisième sexe, Tes yeux noirs. Mais après cette première grande ascension, l'histoire se complique. Le baiser sort en 1990, Un jour dans notre vie en 1993, Wax en 1996. Au bout d'un an de composition, il y a 20 morceaux qui sont arrivés, et puis voilà, et là on est en studio, et puis à partir de septembre ça sort, et puis on sera en tournée. Ce sera une longue tournée étalée pendant 2 ans. Au moins, il y a 2 ans, ouais. Voilà. Mais avec des petites pages, mais on va essayer, ouais, on va tourner, on va normalement aller au Vietnam, etc. Et France, Belgique, on va se finir en beauté. Indochine ne disparaît pas. Le groupe continue d'enregistrer, de chercher, de tourner, d'écrire. Le public fidèle, lui, ne s'effondre pas. En revanche, dans le regard médiatique, une partie de la presse et des radios renvoie alors Indochine à une image datée, comme si le groupe appartenait déjà au passé. Et c'est cela, au fond, la vraie traversée du désert des années 90. Moins une disparition artistique qu'un déclassement symbolique, une mise à distance médiatique. Et dans cette période déjà fragile, un drame vient tout assombrir encore davantage. L'émotion des fans était vive quand ils ont appris la disparition de Stéphane Sirkis,
le guitariste et compositeur d'Indochine. Le 27 février 1999, quelques mois avant la sortie de Danceteria, Stefan Sirkis meurt d'une hépatite foudroyante à l'âge de 39 ans. Pour Nicolas, bien sûr, c'est la perte de son frère jumeau, mais aussi celle d'un compagnon de route essentiel, d'un visage profondément lié à l'histoire d'Indochine. Sa disparition bouleverse l'équilibre même du groupe et donne à cette fin de décennie une gravité particulière. À ce moment-là, Indochine n'est pas seulement un groupe mis à distance par une partie du paysage médiatique, mais c'est aussi un groupe frappé en plein cœur. Quand Paradise arrive en 2002, ce n'est pas simplement un nouvel album, c'est un disque qui force tout le monde à revoir son jugement. Indochine, en duplex, en direct, de l'album pop-rock de l'année. Merci Indochine, bravo Nicolas, merci. Bravo. Et le 3 juin, je rappelle, ils sont à Bercy. La confection de Paradise se fait dans un moment très particulier de l'histoire du groupe, à la fois douloureux et décisif. Nicolas Sirkis sort de la disparition de Stéphane. Le groupe est fragilisé, mais quelque chose se reconstruit en même temps. Et dans cette reconstruction, un nom devient essentiel. Olivier Gérard. À ce moment-là, il n'est pas seulement un nouvel arrivant discret dans l'entourage d'Indochine. Il devient peu à peu une pièce centrale du nouveau son du groupe. Son surnom, Oli de Sat, vient de la pochette du single Satellite, qu'il avait conçu en 1997. Olivier de Satellite est alors devenu Oli de Sat. Au départ fan du groupe, étudiant en arts plastiques, il envoie ses travaux à Nicolas, puis les remixe. Puis il entre de plus en plus profondément dans la machine Indochine, jusqu'à participer déjà aux arrangements de Danceteria, avant de devenir un acteur majeur de Paradise. Et cela s'entend, parce que Paradise n'est pas un disque qui revient simplement à la formule d'origine. C'est au contraire un album qui densifie le son, qui durcit parfois ses contours, qui mélange la mélodie très identifiable d'Indochine avec des textures plus abrasives, des guitares plus épaisses, plus saturées, parfois presque industrielles, dans un esprit qui doit autant à l'histoire du groupe qu'à des influences plus modernes. Nicolas lui-même dira plus tard que le disque a été pensé comme une ouverture vers d'autres écritures et d'autres sensibilités. On y retrouve les obsessions de toujours, la religion, le sexe, le trouble, le malaise adolescent, la fuite, le désir, la nuit. Sur le plan humain et musical, Paradise repose sur un noyau très clair. Le line-up crédité sur l'album est celui de Nicolas Sirkis et Oli de Sat, Boris Jardel à la guitare, Marc Héliard à la basse et Mathieu Rabaté à la batterie. Boris Jardel, arrivé peu avant, apporte cette guitare principale plus tendue, plus saturée, plus tranchante, très importante dans l'équilibre du disque. Tandis qu'Oli de Sat contribue fortement à tirer de son univers des textures plus travaillées, plus électroniques, parfois presque industrielles, en donnant à certaines guitares cette ruguosité moderne et cette densité sombre qui marquent profondément l'identité de l'album. Marc Héliard est déjà là depuis plusieurs années et ancre l'ensemble, tandis que Mathieu Rabaté tient la batterie sur l'album. Pour les claviers, la période Paradise reste davantage structurée autour du travail de Nicolas et d'Oli de Sat, même si Frédéric Helbert est bien associé à cette époque dans l'univers scénique du groupe. L'enregistrement se fait principalement au studio ICP de Bruxelles, un lieu mythique, et ce détail compte parce que ICP n'est pas un simple studio parmi d'autres. Le lieu revendique davantage l'un des plus gros backlines disponibles dans un studio d'enregistrement avec plus de 3000 pièces vintage mises à disposition pour les sessions. En clair, c'est le genre d'endroit qui fait rêver n'importe quel passionné de matériel. Guitare, basse, ampli, batterie, clavier, pédale d'effet, tout un monde sonore déjà présent sur place. On peut presque dire qu'on peut y arriver avec une idée plus qu'avec un arsenal, tant les possibilités sur place sont immenses. Et pour un album comme Paradise, qui joue justement sur l'épaisseur des textures. La fabrication du disque est ensuite encadrée par plusieurs noms importants. L'ingénieur du son principal est Phil Delir, très présent dans la construction technique du son du disque. Le mixage, lui, est majoritairement confié à Gareth Jones, sauf pour quelques titres comme J'ai demandé à la lune et Un singe en hiver, mixé par Phil Delir. Gareth Jones n'est pas un nom anodin, c'est une figure majeure de la production et du mixage britannique. Le faire intervenir sur Paradise, c'est inscrire Indochine dans une filiation sonore bien plus large, où la pop, l'électronique, la tension industrielle et le travail de la matière sonore ont une vraie histoire. L'exécution
L'exécutif producteur crédité sur l'album est Hervé Lausanne, qui joue également un rôle important dans l'histoire de J'ai demandé à la Lune. Il faut également parler de l'image du disque, parce que Paradise fonctionne autant comme un album que comme un univers. La direction artistique et l'artwork sont signés Peggy M, avec des photos de Peggy M, Carole Épinette et Robert Peacock. Là encore, ce n'est pas secondaire. L'univers visuel de Paradise accompagne très bien le disque. Quelque chose de plus sombre, plus contemporain, plus ambigu, plus adulte aussi, qui accompagne la renaissance d'Indochine sans chercher à rejouer simplement la nostalgie des années 80. On sent une volonté de reconfigurer entièrement l'image du groupe, de l'emmener vers autre chose, mais sans couper le fil de son identité profonde. Dans cette dynamique d'ouverture, Paradise accueille aussi des collaborations importantes. La plus célèbre est évidemment Le Grand Secret, chanté avec Melissa Aufdermore. Et là aussi, il faut prendre le temps d'expliquer qui elle est, parce que sa présence n'a rien d'anecdotique. Melissa Aufdermore est une musicienne canadienne, connue d'abord comme bassiste de Hole, groupe américain de rock alternatif, mené par Courtney Love, puis comme musicienne associée aux Smashing Pumpkins. Sur Le Grand Secret, Melissa ne vient pas seulement poser une voix, elle apporte tout un imaginaire, tout un autre pan du rock des années 90. Et cela donne au morceau une dimension presque transatlantique. Ses voix, comme celle du titre, sont enregistrées à New York, au Stratosphere Sound Studio. Et puis, bien sûr, il y a J'ai demandé à la Lune. Le morceau est composé par Michael Furnon, chanteur et compositeur de Mickey 3D. C'est une information capitale, parce que cette chanson va devenir la clé d'entrée du grand retour d'Indochine dans le champ médiatique. On va continuer. Indochine. J'ai demandé à la Lune, c'était plus un enchaînement de choses qui se sont bien passées parce que j'étais en train d'écrire cette petite chanson avec 3 accords, un petit texte écrit comme ça, un peu de poésie sans avoir un sens. Je sais même pas ce que je dis dans cette chanson, c'était vraiment de la poésie pure. Et on m'appelle en me disant qu'Indochine avait envie de faire quelques collaborations sur le nouvel album et ils avaient pensé à moi parmi quelques artistes, autres artistes. Donc j'ai envoyé cette chanson. Ce qui est assez marrant, c'est que c'était sur une cassette. Ça existe. Pourtant, c'était pas il y a 1000 ans. Ça devait être en 2000, 2001, parce que la chanson est sortie en 2002. Donc j'avais fait 2-3 maquettes sur une petite cassette avec mon 4 pistes à cassette. Et au milieu de ces 2-3 maquettes, il y avait cette chanson qui leur a bien plu. Et puis ils en ont fait cette petite balade. Et ce qui rend également Paradise si fort, c'est que l'album ne repose pas sur un seul morceau miracle. Bien sûr, il y a J'ai demandé à la Lune qui ouvre la brèche et remet Indochine au centre. Mais autour de lui, il y a toute une série de titres qui donnent au disque sa véritable profondeur. C'est cette répartition-là qui fait que l'album ne ressemble pas à un simple comeback appuyé sur un tube, mais à un vrai grand classique. Un singe en hiver résume très bien ce qu'est Paradise. Ce n'est pas un album de survie, c'est un album de réinvention. Un disque qui garde intact le cœur littéraire et émotionnel de Nicolas, mais qui le replonge dans une forme plus dense, plus ample, plus moderne. Et ce retour ne se voit pas seulement dans les ventes ou dans le regard qui change autour du groupe. Il se voit également sur scène, car la tournée Paradise Tour s'étale de 2002 à 2004 et prend peu à peu une ampleur énorme, jusqu'à devenir l'un des plus grands moments de reconquête d'Indochine. L'aventure commence symboliquement le 21 février 2002 à l'Élysée-Montmartre, à Paris. Un concert privé qui marque également la toute première scène d'Oli de Sat avec le groupe. Ce n'est pas un détail, parce que ce premier concert dit déjà quelque chose du nouveau cycle qui s'ouvre. Le son est plus rock, plus dense, plus frontal, et cette nouvelle énergie va se confirmer tout au long de la tournée. Puis vient le moment crucial de la tournée. Le 3 juin 2003, Indochine joue au Palais Omnisport de Paris-Bercy, dans ce qui devient l'un des moments les plus symboliques de toute cette période. Ce concert donnera naissance au Live 363 et au Paradise Show. Mais au-delà du disque et de l'image, ce qu'il représente est immense. C'est le premier Bercy du groupe. En clair, Paradise n'a pas seulement remis Indochine au centre du paysage musical français, il a aussi conduit jusqu'à une salle qu'il n'avait encore jamais conquise à cette échelle. Et dans l'imaginaire de cette tournée, il y a aussi des détails qui marquent durablement. Parmi eux,
cette Fender Jaguar Fiesta Red que Nicolas Sirkis utilise notamment sur le live 363 à Bercy et que l'on revoit très souvent tout au long de la tournée Paradise. Cette guitare colle parfaitement à cette époque du groupe. Il y a dans sa couleur, dans sa silhouette, dans sa présence sur scène, quelque chose qui renforce encore le charisme très particulier de Nicolas pendant cette période. Elle semble presque appartenir entièrement à l'esthétique de Paradise. Et puis, après cette tournée, on ne la retrouve plus du tout ensuite. Alors, une question reste en suspens, presque comme une petite énigme laissée aux fidèles. Alors, Nicolas, tu tombes sur ce portrait, qui est devenu cette Jaguar rouge qui t'allait si bien, parce qu'elle semblait faire corps avec cette époque, avec ce son, avec cette allure, au point d'en devenir l'un des symboles silencieux. Au fond, Paradise a fait bien plus que relancer Indochine. L'album a remis le groupe à sa vraie place. Il a forcé toute une partie de la presse qui l'avait regardé de haut pendant des années à revoir complètement son jugement. Et ce qu'il y a de cruel dans cette histoire, c'est que le public, lui, n'avait jamais vraiment déserté. Ceux qui s'étaient trompés n'étaient pas les gens qui continuaient d'écouter Indochine, d'acheter les disques ou d'aller au concert. Ceux qui s'étaient trompés, c'était surtout ceux qui avaient décidé un peu trop vite et avec une assurance un peu facile que le groupe appartenait déjà au passé. Paradise leur a répondu de la meilleure manière possible, sans discours inutile, sans revanche bruyante, simplement avec un grand disque, une immense tournée, un premier Bercy, puis un avenir soudain rouvert en grand. Et quand on regarde la suite, alors tout devient limpide. Paradise n'a pas seulement permis à Indochine de revenir, il a changé définitivement l'échelle du groupe. Il a rouvert le chemin de ce qu'Indochine est devenu ensuite. Une formation capable de traverser les décennies, de parler à plusieurs générations, de remplir les plus grandes salles, puis les stades, jusqu'à s'imposer comme le plus grand groupe français dans ce registre-là. Et c'est pour cela que cet album reste un moment clé, parce qu'il n'a pas seulement sauvé une période difficile, mais il a changé l'avenir du groupe.